allez voir que c'est important. Soja, maïs. On a vu que c'était des plantes pesticides et c'est du soja, maïs. C'est-à-dire c'est les grandes cultures américaines. Et il reste du coton et du colza. C'est 7% de l'agriculture mondiale, 102 millions d'hectares, il y a peu de diversité, très peu de diversité. C'est ça qui est marquant après 10 ans. C'est ça le grand échec des OGM, c'est d'avoir si peu de diversité des OGM en agriculture, encore une fois, parce que je vous rappelle que les OGM de laboratoire, c'est un grand succès, et on vient d'avoir un prix Nobel parce qu'on a tellement appris. Tout ce qu'on sait sur les gènes, c'est les OGM de laboratoire. Donc ne confondons pas ce qui est fait en milieu confiné, qui sert à comprendre, et ce qui est pour manger et qui est fait en milieu ouvert et qui n'est pas bien contrôlé au niveau sanitaire, on va le voir. C'est pas du tout les mêmes utilisations, les mêmes objectifs, les mêmes confinements, la même sécurité. Donc tout dépend de la façon dont l'homme travaille, ça ne dépend pas du génétique. Vous savez, c'est comme un outil, un couteau, l'homme a inventé le couteau, c'est merveilleux. On peut couper sa viande, et on peut aussi tuer son voisin. L'homme a inventé le feu, c'est merveilleux, on peut cuire son rôti, on peut aussi brûler quelqu'un. L'homme a inventé l'atome, il a vu l'atome, il a appris à maîtriser cette énergie, c'est merveilleux, c'est l'électricité, c'est la bombe atomique. L'homme apprend de plus en plus à découvrir des outils qui ont de plus en plus de danger, donc il doit de mieux en mieux apprendre à les contrôler. Alors les principaux producteurs, là encore il y a de la publicité. On fait croire que c'est le monde entier, mais non. Les OGM alimentaires sont faits sur le continent américain continental. Écoutez, regardez. Vous avez 54% ou 55% aux USA, l'Argentine, le Brésil, le Canada, et puis le Paraguay, l'Uruguay, le Mexique. Si vous enlevez le coton, qui n'est pas vraiment alimentaire, allez, on fait un peu d'huile de coton, un peu de tourteau de coton, parce qu'il n'y a pas que la fleur, il y a toute la plante, mais bon, c'est un très répétitif. Donc, si vous enlevez le coton OGM, vous enlevez ce que fait la Chine et l'Australie, qui n'ont quasiment que du coton, en tout cas pour l'Inde et la Chine, parce qu'ils n'ont pas vraiment encore des grandes cultures de riz OGM autorisées. Et vous vous trouvez avec 98% des OGM alimentaires qui sont produits sur le continent américain. Avec les trois grands, USA, Argentine, Brésil, le Canada se fait détrôner. Et tous les autres pays, c'est moins de 1%, l'Europe c'est 0,05%. Pourtant, l'Europe a inventé les premiers OGM. Vous savez, c'est Van Montagu pour les plantes, en 1983, qui a mis au point la première plante. C'est l'Europe qui a autorisé la première fois un tabac transgénique en 1983 pour tolérant à un herbicide. Donc il ne faut pas croire que c'est que quelques mois après que la tomate, le tabac a été autorisé en 1994, juste quelques mois, il a été inventé en 1983, il a été autorisé en 1994, quelques mois avant la tomate transgénique américaine, qui a d'ailleurs été quasiment éliminée du marché parce que selon 4,3 millions d'Américains, elle n'était pas très très bonne à la consommation, elle était assez épaisse, pulpeuse. Enfin bon, c'est pas une bonne variété de tomates, indépendamment du fait qu'elle ait été OGM, elle a terminé en ketchup. Et l'Europe, depuis qu'elle a mis au point l'étiquetage des OGM, ça l'a vidé d'OGM. Parce qu'au début, ils arrivaient, c'était 50% de ce qu'on importait. Et puis depuis qu'on a mis l'étiquetage au point, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'OGM. Parce que les OGM, c'est un peu spécial en agriculture. C'est pas comme les produits habituels de consommation courante. Les produits habituels de consommation courante, ils aiment bien voir leur étiquette et dire leur nom, et ils se vendent grâce à leur étiquette, vous savez. C'est-à-dire qu'ils disent, ben voilà, moi je suis produit du lac Saint-Jean, je suis très bon, moi je suis le miel de tel endroit, de Vancouver, bon voilà. Donc les produits normaux, ils aiment bien dire d'où ils viennent, leur étiquette, etc. Les OGM, ils aiment bien se substituer à l'ensemble de l'aliment sans le dire. Vous imaginez, il y a 150 pays du monde qui se sont dit « Ouais, c'est génial, c'est vous nous dites, messieurs les Américains, que c'est un produit de progrès, génie génétique, ça, la plante high-tech, magnifique. Où c'est dans l'assiette ?»
Ah, on ne sait pas. Ah bon? Ça fait des ordres, non? C'est le produit merveilleux qu'on ne sait pas voir. Donc, il y a 50 pays qui se sont dit on va étiqueter, parce qu'au cas où il y a un problème, maintenant avec la mondialisation, c'est 450 millions d'assiettes qui passent. Un bateau qui arrive et vous avez des résidus de lécithine de soja dans 400 millions d'assiettes. Quelques mois après, un bateau qui arrive, vous avez des résidus d'amidon dans 200 millions d'assiettes quelques mois après, parce que l'amidon qui vient du maïs et la lécithine de soja qui vient du soja, comme son nom l'indique, entre dans les biscuits, les plats préparés, les sauces, les viandes hachées, etc. Même les viandes hachées congelées pour pouvoir les rendre plus moelleuses à la décongélation, qu'elles retiennent l'eau et la lécithine. Donc, c'est clair que c'est produit entre partout. Plus de 98% des OGM alimentaires sont produits sur le continent américain, et donc on veut les identifier si on exclut le coton chinois et indien, et en 2006, les OGM représentent 12% de la superficie agricole des USA, et moins de 7% dans le monde. Alors, vous avez la première plante qui est le soja OGM, la première plante du monde OGM. Plus l'herbicide Roundup dans les champs, les ventes de Roundup augmentent, moins les autres. Donc la firme dit on va réduire les herbicides, elle ne dit pas complètement la pub qui est, on va réduire les herbicides des concurrents mais pas les miens. Et dans la plante, évidemment, le Roundup augmente avec ses dérivés. Possibilité d'accumulation des dérivés de l'herbicide dans la plante. Bon, ça c'est pour vous montrer par exemple que l'Europe, quand elle a fait son moratoire, elle s'est demandé si les productions américaines étaient plus importantes avec les OGM, et la réponse était non. Il n'y a pas plus de rendement avec les OGM parce que les gènes qui ont été mis, c'est pas pour le rendement, c'est pour pouvoir supporter l'herbicide. Ça simplifie grandement les méthodes d'agriculture intensive, c'est ça la clé des OGM. C'est que si on aime l'agriculture intensive, nous en Europe on n'aime pas. On aime l'agriculture durable qui n'utilise vraiment pas de pesticides, et notamment l'agriculture biologique, mais quand on aime l'agriculture intensive qui utilise des pesticides, les OGM la facilitent grandement, parce qu'on n'est que du Roundup, et ça permet de faciliter l'usage des pesticides, parce que les réserves sont momentanément contenues. On dit mauvaises, mais elles ne sont pas mauvaises. Hein. Certaines civilisations s'en sont servies comme aide à l'alimentation, notamment avec des haricots par exemple, mais ces co-cultures qui sont très importantes pour la biodiversité, elles sont faites par certaines populations encore aujourd'hui, et elles sont toujours beaucoup plus rentables si on prend l'ensemble des cultures. Mais il se trouve que les OGM ne sont pas plus rentables que les cultures conventionnelles, simplement ils peuvent rapporter plus, un peu plus, parce que le coût du désherbage est moindre. Pardon. Ils peuvent rapporter plus en travail, mais pas en vente, en gain. Donc, on va maintenant passer au maïs, et le maïs, lui, il fait plus d'insecticides dans la plante. Donc l'idée c'est qu'on en ait moins sur le champ, et c'est bien, parce qu'il faut se débarrasser de ces insecticides chimiques. Et donc on se débarrasse de ces insecticides chimiques, pourquoi? Parce qu'on craint leurs effets secondaires et sur la santé. Et donc il faut évaluer les effets sur la santé d'insecticides produits dans le maïs, c'est logique. Sinon on n'est pas scientifique, on n'est pas consistant avec ce qu'on pense. Alors, pourquoi la bio ne veut pas d'OGM? Une parenthèse, eh bien parce qu'il y a des constructions génétiques artificielles, parce qu'elle est contre les brevets sur les semences qui empêchent l'accès aux semences fermières, aux semences paysannes, et parce que les OGM produisent ou tolèrent des pesticides, et ça, la bio n'en veut pas. Alors, on ne peut pas complètement comprendre le dossier des OGM si on ne comprend pas la pression énorme qui existe pour les faire accepter dans le monde. Pourquoi il y a une pression énorme? Eh bien parce que, comme je viens de vous le dire, les OGM c'est des brevets sur les petits gènes artificiels qui du coup tiennent quand la plante se reproduit. Et il faut savoir que la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée dès les années 80, par 5 voix contre 4, un homme a décidé, et c'était un homme encore, un homme a décidé que, eh bien, on pouvait finalement breveter le vivant. Ah, ils ont dit, il ne faudrait pas que ce soit un précédent.